Washington Shiva Jing, Shiva Tochi, Yem Kurunamura. That is one line, try to travel, using travel, Shiva Ring, Kurunam. Yes, the young Ima, the not Chatanga to Minda Hakoya, you want to put Cheraki Chelema. Somebody, Shiva, No, so. Shiva Shiva Jim, No, so. Maribu and Shiva Jim. No, so. Today, can the Jing as no matter. Shiva Jim, you put it in the she wants to let me say what I can do. Chetanga the Pena Marpo Candete Natupena Dushi Chichi Chet Tuviate, Natujan, Sherabla Tene Jungrema. Nato Tag Mambo, John Mambo Che, you know. What should the Shiva did Tara Mushima? That's Omaran Shiva Shivati, you could see the Dushitian, you tell him you should know about Shirat, Shiva Mokra, Jachi Shin, Shiva Mokra, Jachi Shiva, in the city of Jachi Shiva. It's on Sherabla. Shiva, you Shiva, Kadin Jachi Machine, Kadin, the Shin moving. Et donc, par exemple, dans chaque... C'est que tout. Donc, en fait, chaque fois que nous percevons donc, un objet, il se produit donc en quelque sorte comme une perception, une connaissance qui peut être donc une connaissance nouvelle. Par exemple, un enfant, avant qu'il sache identifier les objets, il ne va pas dire c'est une tasse ou c'est un vase. Il n'a pas cette capacité donc d'identifier clairement, disons, les objets et de dire donc que c'est un vase ou une tasse. Et ensuite, plus nous identifions, donc, à chaque fois que nous identifions un nouvel objet, il se produit en nous une nouvelle perception à laquelle se trouvent chaque fois associés donc ces 5 facteurs omniprésents. Est-ce que ça répond à cette question? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, tout à fait. Il y a, bien sûr, oui. Il y a d'autres facteurs, d'ailleurs je pense que Michel va en parler à présent, qui sont donc ce qu'on appelle les facteurs déterminants et donc, que nous allons certainement aborder. Bien sûr. Là on parle des 5 facteurs omniprésents qui effectivement sont des facteurs qui accompagnent toutes les opérations donc, de perception, toutes les perceptions, mais il y a d'autres facteurs qui sont souvent présents mais qui ne le sont pas nécessairement dans toutes les perceptions. D'accord. Moi, de ce que j'ai compris de ta question, c'est où, en fait, se situe la connaissance. Donc, il dit que la les perceptions sont des connaissances, toutes nos perceptions sont des connaissances. Par rapport à notre vécu, c'est difficile pour nous. Oui, non, c'est pas des sujets très simples de toute façon. Est-ce que la conscience fait partie de notre vécu? Je vois bien, c'est que c'est un peu difficile à traduire comme concept. Bon, mais je pense que beaucoup de choses
quand Geshe-la va expliquer les autres facteurs mentaux, je pense que beaucoup de vos doutes vont s'éclaircir, et bon, bien sûr, vous pourrez poser vos questions après, mais je pense que ça va mettre pas mal de choses en place. Ouais, des moyens, Yungangados, Sona, de mes consultos, sera couvert. Donc, là, donc, Union consulta, si l'amna c'est des consulteurs, j'attends, voilà. C'est ça. Donc pareil, donc je suggère à Geshe-la que simplement je vous cite les noms de ces donc des 5 facteurs suivants qui sont donc les 5 facteurs déterminant leur objet. Donc ils ne sont pas eux des facteurs omniprésents, mais qui jouent un rôle extrêmement important dans nos diverses perceptions, même s'ils ne sont pas toujours présents. Donc ces facteurs sont donc l'aspiration, la détermination, ou comme le penchant ou inclination, on pourrait dire aussi, la mémoire, le samadhi ou la concentration, et la sagesse ou discernement. Ici, on devrait mieux parler de discernement. Tiktam, quand c'est la consultanda, toba mambo, consulta, c'est ça, yunga kande yuma, yunga c'est ça, tik hakona, ce n'est que ça le tenga, c'est tingaguma, t'as tik là qui, comme ça, ça. Donc, ces facteurs sont également présents dans notre esprit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, non, vas-y. J'ai du mal à mettre quand je vais faire une mauvaise action, une bonne action, je le sais. Enfin, je sais qu'elle sera bonne et bonne. C'est l'intention, c'est quoi? Ce qui fait que tu sais que ce sera une bonne ou une mauvaise action. C'est clair, d'accord. Attends, donc ta question précisément, c'est qu'est-ce qui fait que l'on sait que c'est une mauvaise ou une bonne action? D'accord. Chawa chigiyina, chetang atubana, gewa yimpa, migewa yimpa, ngat hakodu nije. Ani gewa tan migewa yimpa te hakogente, quand kraje, samjong kraje. D'accord. C'est en fait le fait de pouvoir distinguer une action positive d'une action négative, c'est le facteur d'identification. Et donc, avec ce facteur d'identification vient également le facteur de sagesse ou de discernement. D'accord. Donc, généralement, donc ainsi comme l'aspect de connaissance de notre esprit, comme de savoir, d'acquisition de savoir, de connaissance, etc., c'est la fonction de la sagesse ou du discernement. Pour dire stop à une mauvaise action. Pardon? Si on est en colère, oui. On s'apprête à faire une mauvaise action, si on dit stop, c'est la conscience de la sage action. Après, c'est encore autre chose.
Mais tout ça, bon, donc ce qu'il a dit juste précédemment, pas seulement pour les personnes pures nouvelles, mais pour tout le monde, ce sont des points délicats, assez complexes, que donc Guichela n'aborde pas très souvent, donc c'est normal que nous ayons quelques difficultés sur ce sujet. Migewa Chiktan, Chechochoina, Tanga China Digimare, Migewa Rested, Karik change. C'est pas eu maré. Maré, voilà. T'as toujours une. T'es un gars, t'es chez mais. Pas eu de signori maré. Pas eu de gars, t'es chez mais. T'es chez mais. Maré. Donc, à ce moment-là, effectivement, de nombreux facteurs vont entrer en ligne de compte, en fonction. Donc, bien sûr, toujours les 5 facteurs omniprésents. Il y aura également donc, un facteur d'identification, donc qui fait qui distingue donc ce qui est vertueux de ce qui est non vertueux, qui est également avec un facteur de discernement, donc de sagesse, de discernement. Donc, et il y aura également à ce moment-là ce qui va faire que, ayant cette identification, ce discernement, etc., et donc il y aura ensuite un facteur qui est un donc des facteurs vertueux, que nous verrons sans doute ultérieurement, qui est un facteur d'autodiscipline qui fait que on arrête le cours à ce moment-là de ce que l'on est sur le point de faire. Et ça, c'est le facteur d'autodiscipline qui va nous permettre, à ce moment-là, de ne pas nous engager dans cette action. Donc il y a ainsi un certain nombre, donc il y a aussi donc facteurs d'autodiscipline, d'autres facteurs vertueux qui aussi vont faire qu'on va s'abstenir d'accomplir certaines actions négatives. Parmi ces facteurs donc vertueux, il y a également ce que l'on appelle comme parfois le scrupule ou le respect de soi-même, qui fait que l'on va se dire, non, par exemple, je suis bouddhiste, tout simplement, je suis un être humain, ce n'est pas digne d'un être humain ou de moi-même par rapport à soi-même, ce n'est pas correct pour un bouddhiste, etc., d'accomplir une telle action, et à ce moment-là, on va s'abstenir de cette action par respect de soi-même ou par scrupule, par respect de soi-même. Il y a une autre forme une autre sorte de facteur mental vertueux, qui est ce qu'on appelle comme le respect humain, où finalement on va s'abstenir d'une action négative par rapport aux autres, par exemple pour ne pas blesser les autres, pour ne pas que les autres, pour ne pas, par rapport à ce que, par exemple pour ne pas contrarier son maître ou contrarier des personnes qui nous sont proches par nos propres actions négatives, ou par rapport au regard des autres. Par considération pour les autres. Donc nous verrons, donc il y a aussi de nombreux facteurs qui vont entrer en ligne de compte par exemple l'abstention de comportements négatifs, donc il y a également la mémoire qui fait que l'on se rappelle de ce qu'on doit faire ou pas faire, etc. La vigilance et donc l'autodiscipline et tous ces facteurs. Donc il aura l'occasion d'en reparler. Là. C'est ça.
C'est tout ce qui m'est. Effectivement, donc tous ces facteurs mentaux sont présents dans notre esprit, donc les facteurs mentaux perturbateurs et les omniprésents, donc certains, donc les facteurs déterminants et donc tous ces facteurs. On pourrait dire, donc de manière générale, nous n'avons pas trop conscience de tout cela, mais en même temps, lorsque nous entendons de tels enseignements, on pourrait se dire, mais qui est-ce qui a créé des choses aussi compliquées? Et donc effectivement, dans la mesure où tout ce monde est très compliqué, il y a beaucoup de phénomènes, de choses extrêmement complexes, extrêmement subtiles par le monde, des choses, des environnements, toutes sortes d'existences très complexes, ce qui a donc mené les gens à rechercher bien sûr des explications et ce qui a donné lieu à diverses traditions spirituelles, diverses religions et des affirmations diverses pour essayer d'expliquer toutes ces complexités. En général, beaucoup de choses incroyables, non? Développer, c'est bien incroyable. Sans l'air autant incroyable. Très très large, très profonde. Non? Voilà. Ça, dans l'étude de ces métiers, sont des métiers simples. J'ai beaucoup de mal à faire qui c'est qui là. C'est des gens très strong, quoi. D'accord. C'est il y a tout le monde donc, selon les enseignements bouddhistes, donc, un des points essentiels, c'est l'existence en interdépendance de tous les phénomènes. Et quoi comme Et donc, fondamentalement, selon les enseignements bouddhistes, tout se produit en dépendance de l'esprit. On ne dit pas vraiment que ce n'est pas l'esprit qui est le créateur de toute chose, mais tout se produit est dépendant donc de l'esprit. Et finalement, même le monde ou l'environnement, etc., tout cela est relié donc directement à l'esprit, existe en interdépendance donc, avec l'esprit. Bien sûr, il y a aussi certaines conditions, certains facteurs, disons, extérieurs qui entrent en ligne de compte, mais fondamentalement, tout cela dépend de l'esprit des êtres. Donc, le Bouddha lui-même a donné, donc dans les sutras, dans ses propres enseignements, de très nombreuses explications sur des domaines extrêmement vastes et en même temps très subtils, notamment sur la formation du monde et en particulier également sur le développement d'un embryon, d'un fœtus dans le ventre de sa mère depuis le moment de la conception. Donc il y a dans les sutras des explications extrêmement précises sur le développement de jour en jour, depuis la conception jusqu'à la fin de la gestation, sur toutes les phases du développement embryonnaire et fœtal.
그냥 뭐 같이 투자도 영어로 이제 다서 미신 영어로 문제 동아리에 보내. 그래서 멤버도 진 총지 구조 하선과 진도 총지다 말하자면 멤버기 있잖아요. 지어라. 딜레신 카스하고 차치 쳐. Et bien sûr, à l'époque du Bouddha, il n'y avait pas du tout toutes les technologies qui nous permettent aujourd'hui de faire comme tous les examens médicaux, etc., que nous connaissons, les échographies, etc. Et donc aucun de tous ces moyens d'investigation. Mais à présent, lorsque certains chercheurs, médecins, etc., se penchent sur les écrits bouddhistes, et les enseignements du Bouddha, ils sont extrêmement surpris de toute la précision des indications qui ont été données par les enseignements, dans les enseignements du Bouddha, parfois encore plus précises que ce que tous nos instruments nous permettent de mesurer. Donc il y a ainsi de nombreuses choses très étonnantes. Beaucoup. Donc, ainsi étudier ces domaines des diverses perceptions, du fonctionnement de l'esprit, tous ces facteurs mentaux, cette étude est extrêmement importante et il est important que nous l'utilisions, bien sûr que nous ne nous contentions pas de la connaissance, mais que nous l'utilisions dans nos méditations pour vraiment comprendre le fonctionnement de notre esprit, pour voir comment se produisent les facteurs perturbateurs de l'esprit, comprendre de quelle manière finalement nous nous trouvons dans de nombreuses difficultés, dans des situations difficiles, dans toutes sortes de souffrances, etc., en rapportant cela au fonctionnement de notre esprit. Donc nous allons nous arrêter là pour ce matin. Après déjeuner, Geshe-la parlera donc des 8 facteurs déterminant leur objet et il abordera également les facteurs vertueux. Tu vois, dans l'idée, oui, par rapport en fait à la perception, par rapport à l'esprit, en fait, quel serait l'antidote à la limite au déni? C'est-à-dire aux 8 choses, autrement dit. Le déni, c'est le fait de nier. Qu'est-ce que tu appelles le déni? Précisons. Le déni de quoi? Le déni de quoi? Mettons quelqu'un qui serait petit, voilà. Mettons un homme. Qui refuserait d'accepter de faire. D'accord. Et donc, ce serait l'antidote de ça. Maintenant, Migache subo qui connaît. Subo ta. Mais si on dit d'ailleurs, quand tu as. Tu n'as. Quel est ma trouva dans ta gare, mais quand des subo tu joues, mais ma subo tenait. Année, tu quand des. N'y a pas carré. Des secondes, n'est pas ça. Quand gentil. Dans un métro, mais c'est dans tout ce pas. Subo que je vais dans carré, dans un subo que je n'ai pas, tu n'as quel est ma trouva tenait.
Ani nga te maître ya. Te chata te ki nyampo kare. Attends. Là. Dans l'exemple qui est donné, Geshe-la pense en réalité, la personne sait qu'elle est petite, mais elle ne veut pas le reconnaître, mais elle le sait en réalité. Donc, Geshe ne pense pas qu'elle se dise « je suis quelqu'un de grand », mais elle sait qu'elle est petite. Je pense que moi je suis très grand. Je sais pas, peut-être tu peux trouver un autre exemple qui soit plus... Après, c'est autre chose, c'est pas particulier, mais je sais pas qu'est-ce que ça... Attends. Donc, de manière, par exemple, de manière générale, nous considérons que nos corps nous avons un beau corps, ou même si on n'est pas super beauté, nous considérons le corps comme quelque chose de pur, de propre, etc. Et donc, nous n'avons pas du tout conscience de toutes les impuretés donc, de notre corps. Donc, a priori, effectivement, on est aussi, on peut dire, dans le déni de toutes les impuretés de notre corps. Mais à ce moment-là, il est important de méditer justement sur toutes les imperfections de notre corps, de toutes les impuretés donc, qui se trouvent, etc., toutes les imperfections de notre corps pour justement contrer en fait cette vue fausse de la pureté, de la propreté de notre corps. C'est un peu ça? Pas tout à fait. Donc cet après-midi, Geshe-la va parler essentiellement donc, des 5 facteurs déterminants leur objet. Ce matin, il a parlé donc, des 5 facteurs omniprésents. Et ensuite, nous ferons un peu de méditation, car souvent aussi les gens, tout le monde est intéressé par la méditation. Et si on ne fait que parler des facteurs mentaux, sans faire un peu le lien avec la méditation, c'est comme en quelque sorte comme un peu sec. D'accord. Donc, ces 5 facteurs déterminant leur objet sont l'aspiration, la détermination, la mémoire, le samadhi ou la concentration et, disons, la sagesse discernement. Donc pour ce qui est tout d'abord de l'aspiration, donc il s'agit toujours d'un facteur mental, donc nous parlons ici donc des facteurs mentaux qui sont donc associés ou qui est comme associés au mental principal. Donc ici ce facteur mental d'aspiration, donc c'est un facteur mental qui
qui en quelque sorte se focalise ou comme se vise en quelque sorte un objet de la pensée et qui en fait prend grand intérêt, qui recherche en quelque sorte ou prend grand intérêt envers cet objet. Et donc en fait qui consiste à en quelque sorte souhaiter obtenir cet objet. Donc cette aspiration est très, très utile, elle est en fait comme la base ou le support qui sert au développement de l'enthousiasme. En effet, si l'on n'a pas d'aspiration, alors on ne peut pas avoir d'enthousiasme. Donc, pour que l'on... D'une part, il y a là, il Donc, pour que cette aspiration puisse se produire, il faut en fait avoir foi ou confiance dans cet objet d'aspiration. Par exemple, pour que l'on puisse avoir l'aspiration à obtenir la libération, par exemple, il faut avoir foi, confiance dans la possibilité d'obtenir la libération, ou sinon, pour avoir l'aspiration à développer l'esprit d'éveil, par exemple, il faut également avoir foi dans cet esprit d'éveil. Donc ainsi, là. Donc ainsi, pour que l'aspiration puisse se produire, il faut donc avoir une conviction dans ce qui fait l'objet de cette aspiration, et également donc c'est cette aspiration qui permet le développement de l'enthousiasme. Ce sont donc des facteurs extrêmement, c'est un facteur donc extrêmement important dans la pratique, dans le cadre de la pratique du dharma. Donc cette aspiration est de trois, donc il y a comme trois sortes, disons, d'aspiration. Donc donc l'aspiration à rencontrer ce que l'on était, si en sumbate qui va s'en aller, d'un d'un bâton, dans des trevés d'un bâton, c'est ça. Qui va s'en aller.
Yine sözü de empati sesi çıva mal. Şeyde de tunca kavar. Kavar çıvayın kavar şahı maranje. Sai ninga hagoya kidera kandi jigu matute tagan. Kandi to baba to mena tsubashi yuma tagan. Sen jigu çıvayın. Non, c'est vous raconter maintenant, c'est vous qui vous mal. Pas tout mais. J'ai une situation à se rencontrer là, c'est mis la guérima tota chala la guérima. C'est donc c'est tout ce que c'est. C'est ça, mis la guérima chala la guérima. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'était Rava Sayate, Tobatan Chipale, voilà. Donc, excusez-moi pour cette discussion en aparté, mais dont je vais vous faire quand même partiellement profiter. Donc, il y a ainsi trois sortes d'aspiration. Parmi les trois, il y en a deux dont je ne voyais pas vraiment la différence. Donc, si moi je ne vois pas la différence, je ne vais pas arriver à vous traduire clairement cette différence, d'où mes questions posées à Geshe-la. Donc, la première de ces trois sortes d'aspiration, c'est l'aspiration à, disons, rencontrer ce qui est agréable. La deuxième sorte d'aspiration, c'est l'aspiration à Nibate Tematebama. Là. Midewa, ça. La deuxième sorte d'aspiration consiste à aspirer à ne pas être séparé de ce qui est agréable, donc. Et la troisième sorte d'aspiration, c'est un essumbate tobdeki. Et la troisième sorte d'aspiration, c'est l'aspiration qui prend comme grand intérêt dans un objectif et qui donc recherche l'obtention d'un certain objectif, d'un but par exemple, le fait de rechercher l'obtention de l'esprit d'éveil, etc. Donc, le deuxième facteur déterminant son objet, c'est donc littéralement comme la détermination, ou on pourrait dire dans la détermination, c'est le plus clair. Donc cette détermination, comme son nom l'indique, consiste en disons comme une certitude à propos de son objet, donc qui fait que l'on a comment quelque sorte cette assurance quant à ce que l'objet est et ce qu'il n'est pas. Donc le troisième facteur déterminant son objet, c'est la mémoire. La mémoire qu'on traduit parfois aussi par mémoire attentive.
c'est dit qu'il y a un là, c'est un moment, quand il y a un c'est dans le genre, c'est dans le genre. Dans le Donc, en fait, ce facteur donc, mental de mémoire consiste, en fait, donc, à ne pas oublier ce à quoi l'esprit s'est ce avec quoi l'esprit s'est au préalable familiarisé. Yo pas de ma dis pas non la en fait, ce qui est appelé ici donc la mémoire a trois caractéristiques. Donc elle a là donc le pour moi donc son objet c'était qui donc en fait son objet, donc une des caractéristiques, donc une caractéristique de l'objet, donc son objet est un objet avec lequel donc la conscience s'est familiarisée ou accoutumée au préalable. La deuxième caractéristique, c'est le fait que c'est le non-oubli, donc le fait que donc, la mémoire a pour caractéristique de ne pas oublier. Et la troisième est une caractéristique comme on pourrait dire comme de stabilité, ou oui, disons de stabilité, littéralement tempo, tempo, non, et donc, et la troisième caractéristique donc, est une caractéristique si je dis immobilité, c'est pas donc, littéralement c'est le fait que l'esprit ne va pas être dispersé vers autre chose, mais donc que la mémoire garde en fait l'esprit, l'objet à l'esprit. Une continuité. C'est pas ça, le sens c'est ça bouge pas. Si je traduis littéralement, ça bouge pas. Mais donc je peux pas traduire. Donc c'est en fait le fait que l'esprit ne va pas être distrait vers autre chose. Il ne va pas bouger justement vers autre chose. Donc ce facteur mental de mémoire est extrêmement important pour permettre le développement du samadhi, de la concentration. Et donc cette mémoire est en effet particulièrement essentielle dans le développement de la concentration, du samadhi. Par exemple, lorsque nous voulons donc nous appliquer au développement du calme mental, donc du samadhi, tout d'abord, notre esprit doit se familiariser avec l'objet de la concentration, donc bien prendre connaissance de cet objet, que ce soit donc n'importe quel objet, n'importe quelle forme, ou que ce soit
la représentation du corps du Bouddha, ou donc quel que soit cet objet. Tout d'abord, il est important de bien se familiariser donc, avec cet objet, et ensuite donc, de faire en sorte donc, de ne pas oublier cet objet, et également faire en sorte que l'esprit demeure sur cet objet et ne parte pas ici et là dans tous les sens en étant distrait par tout autre objet. À l'aide donc de cette mémoire, en utilisant donc ainsi cette mémoire attentive, cela est ce qui nous permet essentiellement de progresser sur les 9 étapes du développement du calme mental. Pas seulement cela, mais essentiellement. Et en fait, donc cette mémoire qui, pour le développement du samadhi, doit être également associée à la vigilance. En fait, mémoire et vigilance sont vraiment les deux facteurs essentiels au développement du samadhi, et également quand et également donc cette mémoire attentive et cette vigilance sont en quelque sorte comme les racines de toutes les réalisations sur le chemin. Donc, par exemple, si nous voulons vraiment établir de manière vraiment stable, solide, l'éthique en nous-mêmes, alors nous avons besoin de 3 facteurs particuliers que sont donc la mémoire attentive, la vigilance et l'autodiscipline. Pas autodiscipline. Tingedi. T'as compris? Oui. Je pense que tu dois avoir une telle attention, parce que je me suis dégagée là, il n'y avait plus besoin de mots. Excusez-moi de cet aparté. Donc, en fait, donc, lorsque donc il y a plusieurs formes de méditation en général, mais donc lorsque nous utilisons ainsi cette mémoire attentive dans le développement de la concentration du samadhi, donc cette mémoire attentive est ce qui va nous permettre donc de garder vraiment l'esprit fixé donc sur l'objet, éviter donc que l'esprit ne s'écarte, donc ne se disperse vers autre chose. Et c'est également grâce au développement de cette mémoire attentive que l'objet va pouvoir devenir également de plus en plus clair à l'esprit. Donc le facteur déterminant suivant, c'est le facteur de samadhi ou de concentration, que nous traduisons habituellement par concentration. Donc, ce facteur mental de samadhi ou de concentration donc, consiste à donc se placer sur un objet, donc à se placer donc sur un objet comme défini, que l'on a bien défini, et pardon.
Donc, à propos donc, de cet objet donc, défini pour la concentration, il est important de préciser que ce sur quoi l'on se concentre dans ce développement donc, du samadhi, ce n'est pas, si l'on, par exemple on médite ou on se concentre sur une image du Bouddha, on ne se concentre pas sur l'objet lui-même, tel qu'une statue ou une tanka, etc., mais on se concentre sur l'image mentale de cet objet que l'on aura tout d'abord bien observé, et ensuite on se concentre sur la représentation mentale de cet objet. Donc, et donc le développement du samadhi consistera donc envers cet objet donc, que l'on représente ainsi mentalement à son esprit, disons, à fixer comme en un seul point, en quelque sorte. Donc, on ne fixe pas un point nécessairement, mais à fixer son esprit comme exclusivement sur cet objet, cette représentation donc, mentale, et ce, de manière prolongée. Donc, il y a de très nombreux niveaux dans ce samadhi. Donc, il y a des samadhis, donc des concentrations qui peuvent ne durer qu'un très court instant, quelques secondes, voire d'autres qui peuvent se prolonger pendant des heures, d'autres pendant des années et d'autres pendant des cycles cosmiques entiers. Et donc, le cinquième facteur déterminant son objet, c'est donc la sagesse discernement. Donc, ce facteur donc, mental de sagesse, ou de discernement, a pour objet, donc, disons, Tegiyu, c'est un Tingedila, c'est comme ça. Donc, de manière générale, pour le développement de cette sagesse, le développement donc, du facteur de samadhi, de concentration, est également nécessaire. Mais donc, cette sagesse ou discernement se porte donc sur un objet et consiste en fait à analyser les qualités et les défauts de cet objet. Et donc à discerner, à faire la distinction, le discernement entre les qualités et les défauts de cet objet. Donc il y a diverses formes de sagesse ou de discernement, et donc notamment il y a donc cette forme de cette sagesse qui de manière générale donc a pour fonction de faire la distinction entre par exemple ce qui est vertueux ou ce qui est non vertueux ou ce qui est neutre. Tonila
mikbeşerab test. Ya testi yönden yönden tabii. Cemiyete yorumlarda onun için yapamadı bakan ne de ciddiğinden demeyi de ciddi muhabbet ayarlısı bakan. Nasıl? Nasıl?